Bonjour à tous. Merci au Réseau Rose d'avoir organisé ce symposium, son premier symposium à qui je souhaite un grand succès. Donc je suis Dr Zaki Lafave, médecin généticien au CHUM, et je vais vous parler aujourd'hui d'un certain concept, un fondement de l'approche multigène dans l'investigation des syndromes de prédisposition héréditaire au cancer. J'aime pas trop le terme cancer héréditaire parce que biologiquement un cancer ne se transmet pas, mais une prédisposition par contre si. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et je voudrais un petit peu, à travers cette présentation, familiariser un petit peu avec la démarche d'investigation et des fondements de l'approche multigène, faire connaître les impacts sur la décision thérapeutique et sur le conseil génétique, ainsi que faire un distinguo entre l'approche multigène et l'approche gène BRCA. Alors, bien entendu, vous l'avez compris depuis longtemps que le but ultime de la génétique est une personnalisation des soins, et c'est une personnalisation des soins selon le type de prédisposition. Alors, il faut écouter les patients et leurs médecins, qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors, une patiente qui arrive, elle veut savoir si elle est malade, est-ce qu'elle a besoin d'un ajustement de son traitement, d'une chirurgie particulière? Est-ce qu'elle a besoin d'un traitement particulier à rajouter à sa chimiothérapie? Est-ce que dans le futur, elle a un risque de développer une énième maladie, une deuxième, troisième, quatrième maladie? Comment on peut faire ça? Et un apparenté qui a une histoire familiale veut savoir son risque et comment gérer ce risque-là. Alors, actuellement, ce qu'on remarque à travers toutes les requêtes qu'on reçoit, et c'est là où est le point fondamental de ma présentation, c'est qu'on continue à réfléchir sur une base BRCA. Donc, beaucoup de demandes de consultation sont formulées sur la base de rule-out BRCA, mastectomie, etc. Tout ça est basé sur le fait qu'il y a des recommandations bien établies qui sont le fruit de 22 ou 23 dernières années d'accumulation d'informations au sujet des gènes BRCA qui ont conduit à déterminer ces recommandations-là, qui sont maintenant pratiquement mondialement, à quelques détails près, faits par tout le monde. Mais quand on reçoit une demande pour une dame qui a un cancer du sein, un cancer de l'ovaire, un cancer quelconque, et dire « rule out BRCA », il faut lui donner un conseil, et ce conseil doit être éclairé pour qu'elle puisse elle-même prendre une décision et que son médecin ou ses médecins puissent prendre une décision. Alors, on a été pendant longtemps aidé avec les tests BRCA du panel canadien-français, élargi, etc., mais il y avait donc une certaine insatisfaction devant des tests négatifs, des familles où on voyait une forte probabilité de prédisposition au cancer. Et nous savons maintenant, il y a d'autres gènes qui sont impliqués. Et ces recommandations ne sont pas tous avec ce tableau-là. Ils sont nettement différents. Alors, c'est quoi l'utilité clinique de faire une investigation génétique devant une famille ou un individu chez qui on est questionné, pour lequel on est questionné pour une prédisposition héréditaire? Bien entendu, c'est faire le lien avec le cancer autant que possible, choisir des traitements. Donc, il y a comme des enjeux maintenant de plus en plus pressants, une demande de choix thérapeutique, le type de chirurgie, évaluer le risque futur et minimiser les risques avec un dépistage personnalisé, mais une chirurgie préventive décalée, mais aussi on est questionné sur les diagnostics préimplantatoires. Donc ça, c'est des questionnements qu'on évoque déjà aussi auprès des patients, mais les patients aussi sont bien informés maintenant et puis nous commencent à nous questionner sur ça. Identifier les apparentés à risque. Alors, si on a un résultat BRCA positif, on a établi le lien de causalité, on peut évaluer les risques futurs, on peut choisir des traitements et on peut minimiser les risques. Vous connaissez ces risques, c'est des réductions du risque. Je ne reprendrai pas les fondements le rationnel de tout ça,
Mais globalement, c'est ça la signification. Mais qu'en est-il si le test est négatif? Est-ce qu'on peut dire youpi, c'est pas génétique? Absolument pas. Est-ce qu'on a établi l'absence de lien avec une prédisposition héréditaire? Absolument pas. Est-ce qu'on a réussi à évaluer les risques futurs d'une façon précise? Absolument pas. Est-ce qu'on peut choisir le traitement? Est-ce qu'on peut le choisir? Oui, dans certains cas, mais il faut avoir les bons tests. Est-ce qu'on peut minimiser les risques? Oui. Et est-ce qu'on peut identifier les apparentés à risque? Oui, à travers une approche qui est différente. Alors, qu'est-ce qu'on a appris à travers l'investigation des syndromes de prédisposition héréditaire au cancer? Non, pas seulement pour le syndrome de prédisposition lié au gène BRCA, mais par rapport aussi à ce qu'on a compris et appris du syndrome de Lynch. C'est que, l'utilisation des panels canadiens-français, utilisés comme avant, est certes peu onéreuse, mais non suffisante. Pourquoi? Parce qu'il y a des mutations qui ne sont pas cherchées dans la population canadienne-française et qui sanctionnent en quelque sorte ces familles-là par l'absence de tests. Il y a des mutations plus rares. Il y a une forte proportion de familles testées négatives. Il y a des méthodes de calcul, comme vous savez, il y a BRCA Pro, Bodicea, etc., méthode de GED, etc. Est-ce que ça, on peut s'y fier pour décider? Ils ne sont pas tellement utiles en pratique clinique quand le patient est là parce que les informations qu'on a ne sont pas toujours complètes, formelles, etc. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, pour prendre la prise de décision, c'est difficile. Donc, c'est bon, c'est de bons outils, mais ils ne sont pas très utiles en clinique. Alors, les autres choses que j'ai marquées en rouge, c'est qu'il faut bien tenir compte de la structure et de la composante familiale. Donc, vous regardez ici un cas réel d'une dame qui a été adoptée, donc, dont on n'a pas une histoire biologique d'un côté, et de l'autre côté, une composante familiale, de taille moyenne, mais exclusivement prédominance masculine. Et certains facteurs biologiques rendent l'expression de cette condition, prédisposition héréditaire, plus faible qu'une présence féminine plus prépondérante. Les critères cliniques peuvent être mis à défaut, je m'explique. On a longtemps défini certains critères cliniques pour faire un testing. Donc, par exemple, je prends le syndrome de Lynch, on a dit, il faut le critère d'Amsterdam, le critère de Bethesda. Donc, il faut qu'il y ait des cancers du côlon avant 45 ans, plusieurs cas, trois générations, des cancers gynécologiques. Mais ces critères ont été choisis sur une base de recherche pour essayer d'identifier des gènes impliqués, mais ont ignoré donc, des cas atypiques, entre guillemets, et donc on manquait ces approches, ces diagnostics-là dans ces familles par une approche gène par gène. Alors voici une histoire simple d'une dame qui a 53 ans, qui a eu un cancer du sein bilatéral. Le premier à 41 ans, le deuxième au sein gauche à 46 ans, qui avait refusé de faire un test génétique BRCA quand le test a été identifié, la mutation a été identifiée dans sa famille. Mais plus tard, elle a consenti au test, mais elle est négative. Elle est négative pour la mutation BRCA familiale. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre pour faire un cancer du sein bilatéral. Et puis c'est une des premières patientes qu'on a investiguée en multigène qui était négative. Donc il y a actuellement un processus de recherche en exome pour regarder pourquoi une dame dans ce contexte-là ferait un cancer du sein bilatéral et chez laquelle on ne trouve pas la mutation familiale. Donc ça pose des questionnements. Donc pour cette patiente-là, les recommandations, il ne faut pas se précipiter à faire des gestes invasifs de chirurgie sans qu'il y ait une preuve biologique moléculaire. Une autre situation, une dame de 35 ans, voulait savoir, a été référée, cas réel. Tous les cas que je vais présenter sont des cas réels. 35 ans, voulait savoir son risque. Sa mère est décédée à 42 ans, cancer du sein. Évidemment, si la maman était vivante, on aurait testé la maman, mais il n'y avait pas de bloc disponible. Et donc, la tante paternelle avait eu un cancer
du sein à 53 ans, mais elle ne rentrait pas dans les critères de test, parce qu'elle a plus de 50 ans et puis elle n'a pas d'histoire familiale. Alors, j'ai quand même testé le papa, et le papa est positif. Et elle-même, elle est négative, mais sa sœur de 25 ans est positive pour gène BRCA. Mais ça ne me donne pas la réponse de la maman. Donc, pour le conseil génétique, c'est un problème. Donc, peut-être plus tard, si des familles comme ça, on ferait une approche multigène chez des patients asymptomatiques. Il se peut. Une autre situation de 2 sœurs que j'ai vue à exactement 4 semaines d'intervalle. La première de 33 ans n'avait pas son cancer du sein. Celle de 35 ans, c'était la première. Test multigène BRCA1 positif. C'est une famille d'origine arménienne. J'ai demandé le dépistage familial et puis la sœur qui est venue 3 semaines plus tard ou 4 semaines plus tard avec un cancer du sein. Son médecin l'a référé. C'était la panique générale. Elle est négative pour le test multigène. Une autre situation dans la clinique où des fois dans les familles, il n'y a pas de communication. C'est cette maman-là c'est cette dame-là qui a consulté une de mes collègues avec un cancer du côlon. Sa sœur avait un cancer de l'endomètre. Un test multigène a été fait et on a trouvé un variant de signification incertaine dans le gène MSH6 qui s'est avéré être une mutation. Comment on est arrivé à établir ça? C'est que moi, j'ai vu le garçon qui a pas dit à sa mère qu'il avait un cancer, et puis sa mère n'a pas dit à son garçon qu'elle avait un cancer. Puis là, lui, on a trouvé le même variant MSH6, et que sur les blocs de la tumeur, on a fait une immunohistochimie, donc un syndrome de Lynch, et on a regardé l'expression des protéines, et puis il y avait l'absence d'expression du gène de la protéine MSH6. Donc, qui nous ferait cette liaison avec un effet délétère. Mais je lui ai fait une approche multigène parce que c'est un peu comme l'histoire de la dame tout à l'heure, où il y avait un cancer du sein dans une histoire familiale presque sans particularité. À 56 ans, le papa avait fait un cancer de la prostate, puis lui, il a une mutation dans BRCA1. Donc, pour les 2 sœurs ici, le conseil génétique n'aurait pas pu se résumer simplement dans le test MSH6. Donc, vous voyez un petit peu les fondements petit à petit de l'approche multigène et de comment on devrait comme modifier un petit peu l'approche pour les patients. Ici, une histoire aussi. La première consultation en 2012, c'était cette patiente-là qui avait 30 ans, un cancer du côlon. À l'époque, on faisait une approche gène par gène. Donc, j'ai fait APC, MUTI, syndrome de Lynch. C'était négatif. Dans l'histoire familiale, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas le carré vert ici. Et donc, on a, comme disait Marie-Claire tout à l'heure, on va vous revoir dans le futur. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi vous avez fait un cancer à 30 ans du côlon? Et elle est revenue 5 ans plus tard en me disant « Ma sœur a eu un cancer du sein. » Et on a trouvé une mutation dans le gène BRCA1. Alors j'ai dit, écoutez, c'est possible parce qu'on a eu des familles cancer du côlon avec mutation BRCA sans syndrome de Lynch, sans cancer du côlon. Alors j'ai fait un test multigène, puis j'ai eu un variant dans le gène RAD51 qui est testé pour le cancer de l'ovaire, mais pas de mutation dans le gène BRCA1. Et ce variant, quelques mois plus tard, a été révisé pour une mutation délétère. Et puis on a eu comme quelques familles par la suite, à peu près une douzaine de familles qui ont un syndrome de prédisposition au cancer lié au gène RAD51D. Et qu'on a demandé, donc que le test est en train d'être complété pour la sœur, parce qu'il est possible que la sœur ait 2 mutations. Le conseil génétique, la prise en charge thérapeutique, le suivi, l'ajustement du suivi est complètement différente. Autre situation évoquée tout à l'heure, syndrome d'ataxie-télangiectasie. Donc une dame a été bien contente quand on l'a investiguée parce que le résultat était négatif pour elle, parce qu'elle s'inquiétait pour ses filles. Mais voilà l'histoire réelle. C'est-à-dire que du côté du papa, il y avait 2 petits enfants
Donc, une avait un syndrome d'ataxie-télangiectasie par donc mutation dans le gène ATM, biallélique. Son frère avait fait une leucémie. Les parents étaient hétérozygotes porteurs. Et le papa, lui, est porteur de la mutation ATM qui peut transmettre à ses enfants, donc une fois sur deux, cette prédisposition. Et cette mutation-là confère aux hétérozygotes, notamment les femmes, un risque de développer un cancer du sein qui est à peu près de 39-40% à vie. Et c'est un gène qui est impliqué dans la réparation de l'ADN, dans les cassures chromosomiques. Habituellement, les enfants qui ont cette maladie-là, on dit qu'il ne faut pas exposer la personne au rayonnement X. Donc, le suivi sur ma mammo, qui est basé sur des rayonnements X, pourrait être non recommandé. Une histoire aussi, pas de critères pour faire un test pour TP53, critères de Chompré, mais quand même à âge 29 ans, c'est un test qu'on ferait comme en deuxième intention à l'époque, un test approche multigène, mais c'est une mutation dans TP53 qui témoigne d'un syndrome de liphoménie. Donc ce n'est pas une mutation dans BRCA. Donc, et c'est un syndrome de prédisposition. Donc peut-être Gaël Ouellet va en parler tout à l'heure, qui donne une pénétrance très élevée, puis des cancers à l'âge pédiatrique et chez des jeunes adultes. Alors, il vous reste 5 minutes. 5 minutes. Donc j'ai des cas encore un peu plus compliqués que ça. Mais pour vous dire que finalement, quand on reçoit le patient, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a un syndrome de prédisposition héréditaire au cancer? Si oui, est-ce qu'on peut déterminer un gène en particulier? Et en fonction de ce gène-là, on donnerait les recommandations, l'ajustement de la prise en charge. Donc Marie-Claire avait parlé un petit peu de ça. Donc comme elle en a parlé, je vais passer un peu plus vite pour parler des enjeux. Les enjeux de cette approche multigène montrent l'élévation du taux de positivité. On pense qu'actuellement, ça aussi autour de 20%. La fréquence plus grande des gènes BRCA, donc qui n'est pas remise en question, ça reste les mutations les plus fréquentes. Il y a une incomplète efficience des critères de testing et pour des raisons d'hétérogénéité, de variabilité clinique, biologique, de présentation, du fait de la pléiotropie, donc c'est-à-dire que c'est des présentations très différentes. La pénétrance, c'est d'ailleurs la probabilité de développer un cancer quand on est porteur d'une mutation qui est variable en fonction du gène, en fonction de qu'on est garçon ou fille, enfant ou adulte. Et il faut se méfier de l'hérédité biparentale, on en a vu, et des doubles diagnostics dans le conseil et des facteurs modulateurs. J'insisterai beaucoup sur la structure et la composante familiale dynamique et regarder l'historique à l'envers. Si le cas index ne s'était pas présenté, est-ce qu'on aurait demandé des tests dans cette famille ou pas? Il y a des enjeux bien entendu cliniques et thérapeutiques, vous avez bien compris. L'impact sur la prise en charge, on pourra en parler peut-être plus que ça. La complexité du conseil, l'évaluation, à mon avis, devrait se faire non pas selon l'organe, mais selon le spectre tumoral familial. Donc quand on voit un cancer du foie, un cancer du cerveau, leucémie, etc., en général, on ne va pas penser BRCA, bien que ça reste possible, mais c'est plus marginal, mais peut-être d'autres gènes. Et donc ces familles-là ne devraient pas être exclues du suivi génétique par la suite, parce qu'on aurait fait comme juste un test BRCA, puis on aurait dit, ça y est, c'est pas génétique. J'insisterai aussi sur l'évaluation d'une famille et non pas seulement d'un individu. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a des doubles diagnostics. Donc, si on fait on focalise sur juste un seul diagnostic, on méconnaît le deuxième et on donne un conseil qui est incomplet. Alors, il y a des enjeux économiques et éthiques. Les tests génétiques sont devenus maintenant très disponibles. Les coûts ont bien baissé. Il y a des inquiétudes sur des pratiques non familiarisées. Ce que j'entends par là, c'est qu'il n'y a pas encore assez d'expertise. Donc, j'appelle à une formation, à de l'enseignement, à un travail d'harmonisation, un travail collaboratif, que chacun apporte son expertise bien spécifique dans un cadre intégré. Et donc, nous, on a cette ambition-là d'intégrer dans une nouvelle installation au CHUM des consultations avec
la mise en place au moment opportun du test génétique dans la planification de l'investigation et du traitement des patients. Je vous remercie.